Bien, bonjour à tous. Nous allons continuer aujourd'hui nos explorations des mécanismes cérébraux de la conscience et tenter aujourd'hui, dans ce quatrième cours, de les distiller, c'est-à-dire d'essayer d'isoler les bases cérébrales de la conscience d'autres processus cognitifs qui ne sont pas nécessaires à l'accès à la conscience. La semaine dernière, je vous avais présenté le concept d'ignition et un certain nombre de données chez l'homme, chez l'animal, qui allaient dans le sens de cette prédiction du modèle de l'espace de travail neuronal global, l'idée d'un embrasement conscient lorsqu'un stimulus franchit le seuil de conscience, lorsqu'il cesse d'être subliminal, c'est-à-dire étymologiquement en dessous du seuil, une explosion d'activité se produit, ce qu'on appelle l'embrasement conscient, et vous voyez le cortex frontal s'activer. On avait vu un certain nombre de marqueurs au niveau de l'activité en IRM, mais surtout en magnétoencéphalographie, aussi avec des enregistrements intracrâniens qui collaient assez bien avec ces prédictions, donc une étape tardive dans laquelle le cerveau accède à l'information, la diffuse, la rend globale, et un état métastable qui dure au moins 100-200 millisecondes, qui mobilise et qui synchronise plusieurs régions distantes, avec une contribution également des noyaux non spécifiques du thalamus. Voilà. Alors, on n'est peut-être pas suffisamment rentré dans le détail aussi du fait qu'il doit y avoir un code pour l'état de conscience. On l'a vu en partie dans les expériences d'IRM, et j'y reviendrai dans ce cours, dans le cours suivant. Mais aujourd'hui, je voudrais adresser certaines critiques qui ont été formulées à l'égard de ce paradigme de mesure de l'accès à la conscience, et notamment dans cet article assez cité de Haroux et collaborateurs avec Lucia Meloni et Wolfsinger. Dans beaucoup des études, je crois toutes les études que je vous ai présentées la semaine dernière, ou presque toutes, on demande à la personne ou à l'animal de rapporter, verbalement ou pas, ça peut être avec des boutons, hein, et cliquer pour dire si ils ont perçu ou pas un stimulus. Et c'est une approche extrêmement utile parce que ça permet d'avoir le même stimulus physique et de trier les essais en des essais vus et des essais pas vus. On a vu qu'on pouvait faire ça essai par essai et trouver des différences très importantes d'embrasement conscient. Mais, et en plus, oui, souvent ces paradigmes sont quand même extrêmement bien appariés sur le plan des réponses motrices. Par exemple, ça peut être exactement la même saccade oculaire qui est faite pour apporter des essais conscients ou non conscients. Il suffit de changer les instructions au milieu de l'expérience pour que le même clic, tantôt veuille dire conscient ou tantôt non conscient. Donc, il n'y a pas de confusion de ce point de vue-là avec des réponses motrices. Par contre, il y a quand même une critique, c'est que le simple fait de devoir rapporter le stimulus peut peut-être ajouter à l'accès à la conscience des processus cognitifs supplémentaires qui ne sont pas réellement nécessaires à la prise de conscience, qui auraient à voir avec la décision, la mémoire de travail, ne pas oublier sa réponse, catégoriser sa réponse, etc. Peut-être que quand vous regardez tout simplement un film ou vous écoutez une conférence, vous n'êtes pas en train de vous rapporter en permanence, de prendre ce type de décision, de dire je suis en train de voir, etc. Donc c'est de là qu'est venue cette idée de distiller les corrélats neuronaux de la conscience. C'est un schéma ici de l'article de Haroux et collaborateurs. Il y a des processus qui précèdent l'expérience consciente. Il y a des processus qui suivent l'expérience consciente, et le but de nos recherches est d'essayer de distiller et d'isoler spécifiquement les mécanismes de l'accès à la conscience. Alors, j'aime pas beaucoup les corrélats neuronaux. C'est pas un terme que j'aime bien. Il a été introduit par, je crois, par Christophe Corr et Francis Crick. Parce que corrélat, plein de choses peuvent corréler, n'est-ce pas? Ce qu'on voudrait, c'est vraiment les mécanismes causaux de l'accès à la conscience, et pas juste des choses qui corrèlent avec l'accès à la conscience. Vous avez peut-être vu la semaine dernière que dans l'expérience de Van Vogt et collaborateurs avec Peter Rufsema, lorsqu'on enregistrait les neurones chez le singe, il y avait des corrélats de la conscience avant même que le stimulus n'apparaisse sur l'écran. On pouvait prédire dans une certaine mesure si le singe allait dire « j'ai vu » ou « j'ai pas vu ». Bon, c'est un corrélat avant même que le stimulus n'apparaisse, donc ce n'est pas un mécanisme d'accès à la conscience. Voilà. Il faut absolument réussir à isoler spécifiquement des mécanismes les plus causaux possibles, et ça veut dire peut-être se débarrasser de ces processus de rapport conscient, essayer d'isoler l'accès à la conscience sans rapport de la part du sujet. Mais à partir de cet article de 2012, il a commencé à avoir des doutes de la part des scientifiques, donc sur le fait que l'expérience consciente soit aussi large
et complexe qu'on l'avait vu dans les premières expériences. Et en particulier, on va adresser aujourd'hui deux doutes importants. D'abord, est-ce que l'activité préfrontale est vraiment nécessaire à la perception consciente? Peut-être qu'elle appartient à ces processus qui suivent l'expérience consciente. Et puis deuxièmement, est-ce que l'onde P3B, qu'on avait vu dans les potentiels évoqués, est vraiment une signature de la conscience? Donc aujourd'hui, il y aura deux parties dans mon exposé concernant ces deux points-là. Alors, concernant le premier point, d'abord, vous expliquer un petit peu ce qu'on veut dire par un processus de no report, sans rapport conscient. On peut faire de très belles expériences sur le contenu de la conscience sans pour autant demander explicitement au sujet de nous rapporter ce qu'il a vu ou pas vu. Et en particulier, un des paradigmes classiques maintenant consiste à utiliser la rivalité binoculaire. La rivalité binoculaire, c'est lorsqu'on présente une image différente à chaque œil. On peut le faire facilement maintenant avec des petits écrans, on peut le faire aussi avec des prismes ou tout simplement un séparateur. Donc vous pouvez jouer vous-même avec cette idée-là. Lorsque le cerveau reçoit deux images différentes, une à chaque œil, eh bien il ne voit pas les deux. Les images sont en compétition, il y en a une seule qui est vue à un moment donné, donc consciemment, vous ne voyez qu'une seule image, et puis au bout de quelques secondes ou dizaines de secondes, whoop, ça va se remplacer et vous allez voir l'autre image. Et c'est formidable parce que le stimulus est constant, mais la perception subjective change. Donc on est dans une situation idéale pour étudier les mécanismes de la conscience, n'est-ce pas? Mais dans les premières expériences, on a demandé à la personne de cliquer pour dire, par exemple, s'il y a un visage et une maison, visage dans un œil, maison dans l'autre œil, demander à la personne de cliquer pour dire « je vois le visage, je vois la maison, je vois le visage, je vois la maison ». Et là, il y a un rapport conscient qui est donné. Et ce que les chercheurs ont découvert, c'est qu'on pouvait se passer complètement de ce rapport, parce que les yeux, en particulier, peuvent refléter le contenu de la conscience. Par exemple, ici, si vous avez une grille qui se déplace vers la gauche ou vers la droite, ce qu'on appelle le nystagmus, c'est-à-dire le suivi continu des yeux qui se déplacent continuellement puis qui reviennent très vite, qu'on voit ici sous forme de zigzag, eh bien le nystagmus reflète le contenu de la conscience. Donc l'image que vous voyez consciemment, c'est elle aussi qui guide ces mouvements des yeux. On peut parler de la dilatation de la pupille également. Si les images ont une luminance différente, la dilatation de la pupille va refléter ce que vous voyez consciemment et pas ce qui est reçu par les yeux. Donc on n'est pas obligé de demander au singe ou à la personne de cliquer pour dire je suis en train de voir ci ou je suis en train de voir ça. On peut s'appuyer sur des marqueurs implicites, comportementaux. Et alors, il y a cet article très célèbre, c'est presque une icône là, que je vous montre ici, l'article de Fressel et collaborateurs en 2014. Il compare ces deux conditions, dans lesquelles il y a rivalité binoculaire dans les deux cas, mais à gauche, il y a un rapport conscient du sujet, et à gauche, il n'y a pas de rapport conscient du sujet. Et il regarde les activations évoquées par les transitions, au moment où ça change dans la conscience, et vous voyez qu'il y a une activation préfrontale beaucoup plus intense, pariétale également, et dans d'autres régions, quand le sujet doit rapporter. Mais quand il ne doit pas rapporter, qu'il est simplement en train de contempler les stimuli et que néanmoins par ces indices implicites on voit que le contenu de sa conscience change, eh bien on perd une grande partie, mais oui, pas toute, hein, mais on perd une grande partie de l'activité frontale. Alors à partir de là, de façon un petit peu générale, les chercheurs ont commencé à douter du lien entre l'activité préfrontale et accès à la conscience. Et on avait ces conclusions donc un peu fermes ici. Hein. L'activité frontale est liée uniquement au rapport et à l'introspection, mais pas à la perception consciente elle-même. Voilà. Alors, il faut quand même faire très attention, parce que là, on est en IRM. Hein. La sensibilité de l'IRM est pas forcément suffisante pour détecter des états d'activité préfrontale. Et puis, on est simplement en train de regarder non pas le contenu de la conscience ici, mais simplement les périodes de transition où ça change subjectivement. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure expérience. Je pense qu'on a beaucoup exagéré les conclusions de cette expérience. En réalité, des techniques plus sensibles permettent de détecter des activations du cortex préfrontal qui sont spécifiques au contenu de conscience et qui sont donc le reflet de l'accès à la conscience, même en l'absence de rapport. Alors, il y a beaucoup de paradigmes. L'un d'entre eux, et c'est notamment Fannis Panagiotaropoulos, qui a longtemps travaillé à Neurospin avec nous, qui est un chercheur clé dans ce domaine. Il a travaillé auparavant avec Nikos Logothetis à Tübingen. Et il a montré en particulier que dans des paradigmes sans rapport conscient, juste en contemplant les stimuli, eh bien on voit quand même l'activité frontale refléter le contenu de la conscience. L'un de ces paradigmes ici, non, j'ai pas besoin de musique, ça c'est intéressant. Merci, va-t'en. Dans les conditions de cette expérience, vous voyez, on commence par présenter un stimulus à un œil et puis ensuite un stimulus à un autre œil. Et donc évidemment, là, votre perception passe de la grille au visage. Mais dans la condition de flash suppression, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer par présenter
la grille, et puis ensuite, un œil continue de voir la grille et l'autre œil voit le visage. Et dans ces conditions, votre perception change automatiquement. Votre perception consciente voit la nouveauté. Et si on avait présenté le visage en premier, dans cette condition, vous voyez toujours les deux simultanément, mais consciemment, vous ne voyez que celui qui a changé. Donc, Fannis Panagioteropoulos avait montré que les neurones préfrontaux suivent la transition dans la conscience du singe ici, entre voir la grille et voir le visage, et ceci même dans les conditions de rivalité binoculaire. Et puis, il est allé encore plus loin, et il y a ce bel article de Kapor et collaborateurs, avec donc Fannis Panagioteropoulos et Nikos Logothetis, dans Nature Communications. Ils utilisent complètement cette idée de paradigme sans rapport, no report, avec une rivalité binoculaire pour une grille qui monte vers le haut, qui monte vers le bas. Donc le nystagmus reflète la perception consciente du sujet, et ils trouvent des neurones préfrontaux qui suivent parfaitement le changement, la bascule d'activité neuronale dans le cortex frontal, et surtout la bascule du contenu. Donc ici, c'est des neurones spécifiques au contenu, mouvement vers le bas ou mouvement vers le haut. Vous les voyez ici qui changent, il y a des populations de neurones qui changent, certaines unités basculent en tout ou rien, reflétant dans le cortex frontal le contenu de la conscience sans qu'il y ait de rapport de la part de l'animal ici, juste en contemplant les stimuli. Et il y a toujours cette comparaison qui est intéressante entre l'alternance physique et l'alternance induite exclusivement par cette rivalité binoculaire. Ici, les stimuli changent vraiment sur l'écran. Ici, rien ne change. Il n'y a que la conscience du sujet qui change, et pourtant, ça bascule de la même manière dans le cortex préfrontal. Donc, il y avait eu ces travaux classiques de Nikos Logothetis, que je cite dans mon livre, le Code de la conscience, c'est vraiment les fondements des mécanismes de la conscience qui ont été vus par ce très grand scientifique, Nikos Logothetis, et il avait étudié de façon assez systématique, dans différentes régions du cortex du singe, l'impact de ces deux images qui sont présentées simultanément, je répète, à un œil et à l'autre œil. Et il avait montré que dans V1 et V2, les deux images rentrent. Qu'on soit en train de voir consciemment l'une ou l'autre, les deux sont là. Donc dans les aires visuelles précoces, les deux images, bien sûr, rentrent. Dans les deux yeux, elles sont là. Dans des aires plus avancées, on commence à avoir une proportion de neurones qui répond sélectivement, de façon plus intense, à l'image qui est vue par le sujet. Et plus on avance dans le cortex, plus cette proportion de neurones sélectifs pour l'état de conscience devient importante. Elle était dans l'étude de Nikos Logothetis de 90% dans le sillon temporal supérieur et le cortex inférotemporal ici, et encore plus élevé ou aussi élevé dans le cortex préfrontal. Dans l'expérience de Kapor et collaborateurs, elle est extrêmement élevée. Il y a très peu de reflets de l'image non consciente dans le cortex préfrontal. Et depuis, il y a des nouveaux travaux, et notamment un travail de Doris Tsao, dont je vous recommande tous les travaux. C'est vraiment une personnalité dans l'étude de la représentation des visages. Elle suit le destin d'un visage dans ce paradigme de rivalité binoculaire, et elle montre que contrairement à ce qui avait été vu par Nikos Logothetis, il y a encore beaucoup d'activités non conscientes dans les régions temporales en réalité. On peut trouver une trace du stimulus non conscient dans l'activité temporale. Elle est moindre que dans l'accès conscient, mais l'image est quand même là. Voilà. Ce qui a introduit Doris Tsao, qui est intéressant, c'est de pas seulement comparer l'image consciente et l'image non consciente, mais comparer tout ça à une troisième image qui n'est pas présentée du tout. Et quand vous faites ça, vous voyez que l'image non consciente, elle a quand même un code neural dans le cortex temporal elle est codée mieux qu'une image qui n'est pas présentée du tout. Voilà. C'est une astuce expérimentale qui permet de voir qu'il y a un code non conscient. Donc la conclusion de ces expériences, c'est qu'il y a énormément de codes non conscients dans les régions visuelles postérieures et jusqu'aux régions très avancées du cortex inférotemporal, et que le cortex préfrontal ressort en fait comme l'un des corrélats majeurs de la bascule entre une image qui n'est pas vue et une image qui est vue. Voilà. Et ça, dans un paradigme où il n'y a pas de rapport conscient. Alors, nous avons continué ces travaux lorsque Fannis Panagioteropoulos est venu à Neurospin, et notamment ici dans les travaux de M. Belay, nous avons vu que c'est Joachim Belay, il a présenté des images dans un paradigme simplement de perception passive, sans avoir rien à faire de la part de l'animal, alors qu'on enregistre des neurones dans le cortex frontal. Et vous avez ici un paradigme où on a présenté jusqu'à 5 stimuli différents, assez vite, tous les 100 millisecondes. Donc vous avez un bombardement un peu comparable à ce qu'on peut avoir. Vous avez des paradigmes de lecture rapide chez l'homme qu'on appelle RSVP, où vous pouvez quand même arriver à lire une phrase alors qu'elle est présentée avec un mot tous les 100 millisecondes. C'est un peu la limite. Et ce qu'on a découvert, c'est que si on entraîne un décodeur pour décoder
quel est le stimulus qui est vu ici lorsqu'il y en a un seul, eh bien ce décodeur peut généraliser, et vous voyez avec un niveau très élevé de décodage, que le hasard est très faible, ici je crois qu'on avait une dizaine ou une quinzaine d'images, et vous voyez que chaque image successive ici peut être décodée dans le cortex frontal, alors qu'il n'y a pas de rapport conscient de l'animal. Donc toujours dans une situation passive, en fait on a été surpris de voir la richesse de la représentation des informations dans le cortex frontal. Et vous voyez ici le décodeur qui a été entraîné toujours dans ces matrices de généralisation à travers le temps. On entraîne le décodeur à différents temps et on regarde s'il généralise au temps de présentation de la séquence de 5 images. Chacune des 5 images peut être décodée dans le cortex frontal, même avec une grille ici de 10 par 10 électrodes. Donc on est en train d'échantillonner un tout petit nombre de neurones dans le cortex frontal. C'est assez frappant de voir qu'il y a tous ces codes neuraux superposés, exactement comme le prédit le modèle de l'espace de travail neuronal global. Hein. Il y a un code neural pour chacune des images que l'animal voit consciemment. On est allé plus loin et avec Marie Bellet et Fanny Spanagopoulos et toujours Timo Van Kerkule également, toujours en enregistrant des neurones dans le cortex frontal, on a introduit un paradigme qu'on appelle local global. J'en parlerai pas beaucoup, mais c'est un des paradigmes importants pour mesurer la conscience. On présente ici plusieurs images successives. Vous voyez par exemple ici bulldozer, 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 et puis aigle. D'accord. Et on crée des séquences qui sont prédictibles, c'est-à-dire que pendant un bloc donné, il peut y avoir toujours cette séquence-là. Et très rarement, je ne devrais pas dire toujours, mais très rarement, la séquence est violée, par exemple, parce qu'on voit 4 bulldozers au lieu de 3 bulldozers et un aigle. Donc on va regarder le codage de tous les aspects de cette séquence. Le numéro de l'item, l'identité des images, et puis est-ce que l'animal se rend compte que la séquence a été violée, on s'attendait à voir un oiseau, et en fait on voit une autre image. Et sans rentrer trop dans le détail, mais tous les aspects de ceux dont l'animal est conscient, tout ce que l'animal code, et que nous codons également dans ce paradigme, eh bien nous l'avons retrouvé dans le cortex préfrontal. Autrement dit, cette prédiction qui est que toute la richesse des contenus conscients, elle doit se refléter dans l'activité du cortex frontal, elle est parfaitement vérifiée ici. Alors si on rentre dans le détail, d'abord vous avez l'identité des stimuli, donc vous avez l'image A, l'image A, l'image A, et puis l'image B qui arrive, d'accord ? Ou inversement. On est capable de décoder quelle image l'animal est en train de voir, ce que je vous ai montré dans la diapo précédente également. Mais on est aussi capable de décoder le numéro de l'image. Le cortex frontal sait que c'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Vous voyez, avec une certaine précision, hein, ce n'est pas parfait. Le sens du nombre chez l'animal existe, on en a déjà parlé. Là, on le voit suivre une séquence et ces neurones préfrontaux numérotent en quelque sorte l'image. Ensuite, est-ce que l'image change ou pas? Est-ce que la dernière est différente ou pas? Ce qu'on appelle l'effet local, une violation d'une séquence. Lorsque l'aigle apparaît au milieu de bulldozer, on a un effet de nouveauté qui est décodable ici. Mais aussi l'effet de la séquence attendue et de la violation de la séquence attendue. Donc, il y a un code qui dit « je m'attends à ce que le dernier item soit différent » et qui est là dès le départ. Vous voyez, il y a une différence dès le départ ici. Je m'attends à ce que le dernier item soit différent. Je sais que dans ce bloc-là, le dernier va être différent ou au contraire va être identique. Et si cette règle-là est violée, le dernier item n'est pas différent alors qu'il aurait dû l'être, j'ai d'autres neurones encore qui codent pour le fait que la séquence n'est pas celle qu'on a attendue. C'est ce qu'on appelle l'effet global. Et dans nos recherches, cet effet global est un marqueur de l'état conscient. Seulement les personnes, les animaux qui sont conscients, qui ne sont pas anesthésiés, qui ne sont pas dans le coma, etc., présentent cette réponse globale. Mais vous voyez, ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est exactement ce qu'on prédisait. Tous les contenus de conscience, même des contenus de conscience abstraits, comme le nombre ou le changement, quelque chose est nouveau, sont présents dans le cortex frontal. Et ça, c'est pas facile à expliquer. Quand d'autres théories de la conscience voient la conscience dans les aires visuelles, moi je veux bien, mais qu'est-ce que c'est que la conscience d'une erreur à ce moment-là, ou la conscience d'une surprise, ou la conscience du nombre? Ça ne peut pas être dans les aires visuelles, c'est dans d'autres régions. Il n'y a guère que dans les régions intégratives, associatives du cortex, qu'on peut avoir cette propriété d'avoir plusieurs représentations superposées qui sont en compétition les unes avec les autres, hein, qui ne rentrent pas au même temps, on en reparlera, mais qui représentent la totalité des contenus conscients que nous pouvons avoir. Donc, moi, j'aime beaucoup cette expérience parce qu'elle nous montre vraiment ce que j'ai mis un peu comme motto ici, tout ce que le conscient, tout ce que le singe peut être conscient de voir ou de ressentir, eh bien, le cortex préfrontal le code.
Alors par ailleurs, et là je reviens en arrière sur des données plus anciennes, mais on a quand même des données qui montrent que les lésions du cortex préfrontal jouent un rôle causal dans l'anomalie de la perception subjective. Il ne faut pas être trop naïf là-dessus, parce que l'espace de travail global, c'est un espace distribué. Il y a des neurones qui, certes, sont présents dans le cortex préfrontal, mais d'abord dans les deux hémisphères, dans des régions très vastes, hein, et puis également dans les régions pariétales et dans des régions associatives du cortex. Donc je ne pense pas qu'il faille s'attendre à ce qu'avoir une lésion focale, ou même assez vaste, puisse annihiler totalement la conscience. Ça peut peut-être arriver, mais ce n'est pas le plus probable avec un système distribué comme ça. Par contre, ça doit réduire l'accès à la conscience, et c'est exactement ce qu'on a trouvé dans ces recherches avec Antoine Delcu à l'époque, 2009. On a des patients, une quinzaine de patients avec des lésions frontales ici, et vous voyez que chez les patients, la courbe d'accès à la conscience, lorsqu'on flash un stimulus pour une durée plus ou moins brève ici de masquage, et vous vous souvenez de cette courbe d'accès à la conscience non linéaire, et bien ici elle est décalée vers la droite chez les patients. Et si on regarde un tout petit peu plus dans le détail, nous avions deux tâches ici, on flashait un chiffre, et avec ce délai variable, donc ici on n'en est pas conscient, ici on en est conscient, vous voyez qu'on pouvait demander une performance objective, nommer le chiffre, dites-moi quel chiffre c'était, un rapport conscient, et puis on pouvait avoir un rapport subjectif simplement, est-ce que vous l'avez vu ou pas? Et on peut faire mieux que le hasard, même quand on n'a pas vu. Voilà. On voit ici qu'il y a des essais où la personne dit « j'ai pas vu », on fait mieux que le hasard. On le voit encore mieux quand on conditionne l'un par l'autre. Hein. Donc si je conditionne la performance objective par le fait de dire « j'ai vu » ou de dire « j'ai pas vu », vous voyez que même dans les essais pas vus, la personne peut faire un peu mieux que le hasard. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la performance objective est normale quand on conditionne sur la performance subjective. Autrement dit, une fois que la personne dit « j'ai vu », tout est normal. Si elle dit « j'ai pas vu », tout est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'à performance objective égale, elle voit moins bien. Donc, autrement dit, la performance subjective conditionnée par la performance objective n'est pas normale du tout ici. Il y a moins de vision subjective chez ces patients frontaux, alors même qu'ils sont en train de bien faire la tâche objective. Autrement dit, ils peuvent avoir un traitement non conscient qui est largement préservé, qui leur permet de faire mieux que le hasard, même sans voir. Et le déficit concerne relativement sélectivement la capacité d'arriver à voir. Ils voient moins bien des stimuli qui sont flashés brièvement sur un écran. Et on a pu montrer que c'était certaines régions particulières, mais ça c'est quand même fragile comme résultat avec 15 patients, mais qui corrèle avec ces changements du seuil de conscience. Et j'en profite pour dire également qu'il y a d'autres recherches qui montrent que le seuil d'accès à la conscience peut être perturbé. C'est une bonne mesure, ce seuil d'accès à la conscience. Donc dans la schizophrénie ou dans la sclérose en plaques, on a pu faire plusieurs publications au laboratoire pour montrer que non seulement donc c'est anormal dans les patients qui ont des lésions du cortex lui-même, mais ici, on peut corréler les changements d'accès à la conscience dans ces différentes pathologies avec l'intégrité de certains faisceaux à longue distance qui véhiculent l'information à travers le cortex et notamment depuis les régions occipitales jusqu'aux régions frontales. Ici, un des faisceaux les plus intéressants, c'est ce qu'on appelle l'IFOF, Inferior Fronto-Occipital Fasciculus, et vous voyez qu'il y a une corrélation assez forte dans la schizophrénie avec le trouble d'accès à la conscience. Donc il y a vraiment un rôle nécessaire de ces connexions à longue distance dans la capacité d'accès à la conscience et d'embrasement et d'ignition du cortex. Donc tout ceci quand même colle bien avec l'idée que le cortex frontal joue un rôle important, que l'information est là, elle est là dans le cortex, elle est décodable, même lorsque la personne n'est pas capable de rapporter ou n'a pas besoin de rapporter le stimulus. Alors je dois vous parler maintenant d'un épisode récent de cette recherche sur les corrélats de la conscience, qui est la collaboration Cogitate, Adversarial Collaboration, donc une collaboration antagoniste, on pourrait dire. C'est une idée intéressante, même si je pense que dans les médias, vous avez eu une version extrêmement simplifiée de ces résultats, et vous avez peut-être lu que ça allait contre le modèle de l'espace neuronal global, qui avait beaucoup de critiques, etc. Donc je vais pas consacrer une quinzaine de diapositives maintenant à ces résultats. C'est assez sympathique au départ. L'idée donc d'une collaboration antagoniste, c'est qu'on réunit des personnes qui ont des avis divergents sur tel point scientifique. Ici, en l'occurrence, c'était la théorie de l'espace neuronal global versus la théorie d'intégration de l'information de Giulio Tononi, qui est ici. Voilà. On se réunit donc à Seattle en 2018. On réfléchit de façon la plus productive possible, même si ce n'est pas facile de discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, mais on essaye de trouver
une expérience ou deux expériences qui sont les plus diagnostiques, qui nous permettraient de séparer les variables et d'arriver à séparer les modèles. Et donc, bon, la limite de l'exercice, c'est qu'on a passé 2 jours à peine à Seattle, à essayer de trouver un accord sur des bonnes expériences, et ensuite, il a fallu 7 ans pour qu'un article paraisse dans Nature en 2025. C'est tout au crédit de Lucia Meloni, Liane Moudrick, Michael Pitts, qui se sont emparés ensuite des idées qui ont été générées et qui les ont mises en œuvre. Voilà. Donc mes critiques ne s'adressent absolument pas à ces 3 chercheurs qui ont été absolument remarquables. Mais il faut bien dire qu'il y a une limite à cet exercice. On essaye de collaborer, même si on n'est pas d'accord sur le fond même de la théorie. Donc on essaye de trouver une expérience qui est une sorte de compromis, qui n'est pas forcément la meilleure expérience que j'aurais envie de faire. Je ne pense pas que j'aurais eu envie de faire la première expérience dans mon laboratoire. Mais on fait un compromis, on le fait en 48 heures. Alors est-ce que c'est le meilleur qu'on puisse faire? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a des limites à un exercice comme ça, mais c'est quand même très intéressant d'essayer de se mettre d'accord sur une expérience qui pourrait trancher nos désaccords, en quelque sorte. Alors les désaccords sont là, de façon à nouveau très caricaturale. À droite, vous avez la théorie de l'espace neuronal global, donc vous connaissez maintenant beaucoup de tenants et aboutissants, et j'ai peu parlé de la théorie de l'information, d'intégration de l'information de Giulio Tononi, qui suggère que ce dont nous sommes conscients, c'est l'intégration de l'information à l'intérieur de ce qu'ils appellent une cortical hot zone, et ils prédisent que c'est dans les régions postérieures du cortex que ça devait se trouver, donc une partie de la discussion a porté sur l'accès au cortex préfrontal. Il y a beaucoup plus que ça dans la théorie, c'est une théorie extrêmement mathématique, extrêmement obscure aussi, il faut bien le dire, mais qui fait appel à un objet qui s'appelle phi, qui est une mesure. Je dis théorique parce que c'est pratiquement pas applicable en pratique dès que les mesures dépassent quelques unités, mais qui permettrait de quantifier si un état de la matière est conscient. C'est très ambitieux aussi parce que l'idée c'est de ne pas s'appliquer uniquement au cerveau mais à n'importe quel assemblage et d'être capable de mesurer sa conscience. Ça conduit aussi, mais c'est là où moi j'ai des critiques très vives, ça conduit à une forme de panpsychisme, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer le phi et la conscience d'un caillou ou d'une galaxie. Ça a un sens de le faire. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens de le faire. Bref, nous avons donc mené 2 expériences collaboratives. Tout ceci a été pré-registré. Ça, c'est aussi une nouvelle approche dont on peut débattre, mais on essaye de mettre par écrit à l'avance les prédictions, les détails des expériences, les manières de les analyser, un peu comme le font les physiciens, vous savez, quand ils ont une expérience clé, ils essayent de tout préparer à l'avance pour ensuite ouvrir l'enveloppe des données et ne plus avoir de choix dans l'analyse des données, de pouvoir l'appliquer directement. Et donc il y a 2 expériences, je ne peux parler que de la première, je donnerai un tout petit aperçu de la seconde, même si je la préfère beaucoup, parce que la seconde n'est pas encore publiée. Donc le papier de Nature concerne exclusivement cette première expérience. Mais il y a cette deuxième qui est là. Alors, la première expérience, elle est vraiment tout à fait en ligne avec cette idée de paradigme no report. L'idée, qui était largement celle de Giulio Tononi, pas tellement la mienne, c'était simplement d'avoir le truc le plus simple possible, où une personne regarde un écran, elle voit une image, et on va voir ce qui s'active lorsqu'elle voit cette image, parce qu'elle est consciente de cette image. Voilà. Mais donc, on va présenter des visages, des lettres, et puis on va regarder ce qui se passe lorsqu'elle prend conscience de cette image. Donc, l'idée, c'était quels mécanismes cérébraux codent les aspects les plus riches de la perception consciente, avec différents aspects de l'image, un peu comme je vous ai montré pour le paradigme du local global, et puis surtout, lesquels sont présents, quelle que soit la tâche. L'idée, c'est que même quand on est passif, qu'on regarde une image, on la voit, on n'a pas besoin de rapporter, ça devrait déjà nous montrer des corrélats de la conscience. Et puis, une troisième idée sur laquelle je vais venir dans un instant, quels sont les aspects durables de la perception consciente, comment la conscience se déroule dans le temps. Alors voilà, cette équipe, c'est aussi un exploit d'arriver à coordonner une équipe aussi vaste comme ça en sciences cognitives, en neurosciences cognitives. Je pense que c'est très louable comme effort d'arriver à créer une grosse base de données autour de quelques expériences bien conçues. Dans le principe, c'est vraiment une très bonne idée. Alors voilà l'idée, ils sont quand même arrivés à obtenir des mesures sur 120 personnes en IRM, 102 personnes en magnéto- et électroencéphalographie et 34 personnes, là c'était un peu plus difficile, avec des enregistrements intracrâniens. Voilà.
Et ce sont des données rares, évidemment. On a tous envie d'avoir accès à des données intracrâniennes, vous savez, chez les patients épileptiques où il y a des électrodes profondes. Donc, ceci a nécessité la coordination de 6 laboratoires, 2 pour chacune des méthodes ici, et des laboratoires qui n'étaient pas engagés dans les recherches sur l'une ou l'autre des théories. Donc, Neurospin n'a pas eu le droit de collecter des données pour cette expérience, parce que l'idée c'était qu'on devait rester neutre et ne pas pouvoir tirer les résultats, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais d'un côté ou de l'autre. Voilà. Alors, voilà l'expérience. Donc, vous voyez des images. Elles appartiennent à 4 catégories. On va essayer de décoder la catégorie de l'image. Dans chaque catégorie, il y a 5 images, je crois. Donc, il peut y avoir 20 identités des stimuli. Et puis, on va regarder aussi si on peut décoder l'orientation des stimuli. Et il s'est avéré que c'était très difficile, à part dans les aires postérieures, donc j'en parlerai très peu. Évidemment, la difficulté, c'est que vous avez des mesures macroscopiques, comme l'IRM ou la MEG, alors est-ce que vous allez être capable de décoder tout ça? Ce n'est pas complètement clair. Ce n'est pas parce que vous ne le décodez pas qu'il n'y a pas un code dans le cerveau, ça peut être une limite de la méthode. Bien. Alors voilà le paradigme. Vous allez voir une série d'images, vous les voyez, elles ne sont pas masquées. C'est aussi une des limites du paradigme. Moi, j'aurais aimé qu'on contraste un état conscient et un état non conscient. Ça viendra dans l'expérience 2. Mais dans l'expérience 1, un peu naïf, on regarde. On regarde des images, puis après tout, vous en êtes conscient. D'accord ? Et la manipulation consiste à donner au sujet une cible. Par exemple, ici, vous devez cliquer quand ce visage-là ou cet objet-là apparaissent sur l'écran. Et ça permet donc d'avoir des essais où la cible apparaît, ce visage, des essais où une cible apparaît, elle est pertinente parce qu'elle est dans la bonne catégorie, c'est un visage, mais ce n'est pas la cible, donc vous ne répondez pas. Et puis des essais qui sont peut-être les plus intéressants, qu'on appelle task irrelevant, où une catégorie apparaît, mais elle n'est pas pertinente du tout pour la tâche, parce que c'est ni un visage ni un objet. Tout ce qui est caractère ici, vous n'y faites pas attention pendant un certain temps, et donc c'est task irrelevant. Mais néanmoins, l'idée c'est que vous en êtes conscient. Et puis, évidemment, on inverse les choses régulièrement, donc de temps en temps, ce sont les lettres qui sont pertinentes, et vous devez y faire attention, ou les faux caractères ici. Voilà. Alors, on va passer à travers les résultats un petit peu rapidement quand même. Vous pourrez aller voir le papier, il est extrêmement long et complexe. Hein. Il y a beaucoup de résultats. Mais donc, avant l'expérience, nous avons dû, en tant que théoriciens, proposer des prédictions, et notamment quelles régions devraient permettre de décoder l'expérience consciente. Et donc, la théorie d'intégration d'informations a prédit ces régions en bleu, ici, qui sont des régions postérieures, et l'espace de travail global prédit un rôle important du cortex préfrontal, des régions pariétales et des régions de haut niveau du cortex temporal. D'accord ? Donc, la différence importante, c'est surtout au niveau préfrontal. Ça ne veut pas dire que le modèle n'est fondé que sur le cortex préfrontal. Là, il faut que je corrige une erreur importante. Hein. Le modèle espace de travail, ce n'est pas juste le cortex frontal qui est conscient. C'est un espace avec plusieurs régions. Mais ce qui fait la différence entre les deux théories, c'est surtout le cortex préfrontal. Alors, on regarde les résultats. Par exemple, quelles sont les régions qui permettent de décoder si on voit un visage ou un objet? Là, il y a eu un grand succès du décodage, et si on regarde ces images, aussi bien en IRM qu'en intracrânien, ici, vous voyez que les grosses régions sont des aires postérieures, en fait, y compris les aires occipitales les plus précoces, ce qui suggère qu'il y a des différences extrêmement précoces dans les stimuli. Bon, ça ne veut pas dire que c'est conscient, et là, j'attire tout de suite votre attention sur une asymétrie. Les prédictions en bleu, ici, tout le monde les fait. Les prédictions en bleu, c'est des prédictions qui sont complètement génériques. Hein. On sait déjà que ces régions postérieures codent les images visuelles et codent les visages et ont des régions différentes pour les visages et pour les objets, etc. Donc on n'est pas surpris de voir qu'on puisse décoder. Et c'est un peu gênant qu'on ait une théorie qui prédit ce qu'on sait déjà quelque part, qui est la théorie en bleu. Voilà. Donc moi je suis un peu critique sur cette asymétrie, on n'est pas en train de tester les fondements de la théorie. Ce qui est plus intéressant, c'est que si vous regardez attentivement, on peut décoder en IRM visage versus objet dans le cortex frontal et également en intracrânien. Bon, ce n'est pas de la même latéralisation, je pense que ça dépend aussi de la densité d'électrodes, honnêtement, hein, mais c'est dans le cortex préfrontal. Et puis là, vous avez le décours temporel, et là, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire qu'il y a une activation transiente qui reste un petit peu soutenue, on va y revenir dans un instant, pour certaines électrodes, dans les régions postérieures et dans le cortex préfrontal. Et vous voyez qu'on a vraiment cette idée d'un état métastable qui code pour l'image, qu'elle soit pertinente ou pas.
Alors ça, c'est très important, évidemment. Même quand l'image n'est pas pertinente, quand elle est vue, elle est décodable dans ces régions-là. Donc un paradigme no report, et il n'y a pas besoin de cliquer quoi que ce soit, l'image n'est pas pertinente, elle est quand même accédée. Bon, dans l'article, il discute beaucoup le fait que d'autres dimensions, comme l'identité ou l'orientation, n'étaient pas décodables à partir du cortex préfrontal. Le problème, c'est que ce qui n'est pas décodable, c'est un résultat nul, comme on dit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas codé, ça veut juste dire que la méthode n'est pas parvenue à le décoder, n'est-ce pas? Et je vous ai montré auparavant, dans l'expérience de Panagiotaropoulos et collaborateurs, de l'évidence que lorsqu'on a des électrodes chez l'animal, on peut vraiment avoir une population de neurones, on arrive à décoder. Alors ensuite, deuxième question, quelles sont les régions qui augmentent leur connectivité fonctionnelle, leur corrélation dans cet état global dans la perception consciente? Ma prédiction, c'est broadcasting, une diffusion de l'information, donc une augmentation de la connectivité fonctionnelle à longue distance, en particulier avec les régions préfrontales et pariétales. Alors que la prédiction de la théorie alternative, c'est simplement une augmentation locale aux régions postérieures du cortex, voilà, et avec V1 et V2. Voilà. Et tout au long du stimulus. Alors en réalité, là, la prédiction va plutôt dans le sens du Global Workspace. Si on regarde, par exemple, les corrélations avec l'aire fusiforme des visages, ce qu'on appelle la FFA, vous voyez qu'il y a des corrélations avec le cortex pariétal et avec le cortex préfrontal lorsque ces stimuli-là sont présentés. Et même chose en intracrânien. Ici, en intracrânien, vous avez une corrélation avec les électrodes fusiformes qui montrent une réponse au visage, et on trouve énormément d'électrodes dans le cortex préfrontal, et pas seulement dans les aires visuelles précoces. Donc ça, c'est une prédiction réussie, quelque part, de l'espace de travail neuronal global. Vous voyez que cette corrélation fonctionnelle, on ne devrait pas dire connectivité, hein, on devrait dire corrélation fonctionnelle, parce que c'est tout ce que c'est. C'est des régions qui corrèlent entre elles pendant un moment à travers les essais. Mais enfin, il y a vraiment quelque chose qui ressemble à mon ignition, c'est-à-dire à une augmentation de la corrélation entre régions à longue distance pendant une période assez brève. Alors, justement, la question clé, c'est la durée de l'activation, parce que là, mes prédictions ont échoué, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà les prédictions des deux théories qu'on avait donc pré-registrées dans cet article de PLOS ONE en 2023, donc déclarées publiquement. Hein. Les théories font des prédictions très différentes. La théorie de droite, vous voyez, fait une prédiction que j'appelle naïve, mais très simple. Tant que l'image est sur l'écran, vous la voyez, vous êtes conscient, vous avez l'état conscient. Donc, vous avez une image qui est présentée pendant 500 millisecondes, 1 seconde ou 1 seconde 5, eh bien, les corrélats de la conscience vont durer pendant la même durée. Vous la voyez. C'est peut-être un peu comme si vous allez voir la Joconde, et tant que vous regardez la Joconde, vous êtes passionné par la Joconde, ben vous la voyez, et vous en êtes conscient, et on devrait trouver des corrélats de la conscience. Alors, peut-être que ça vous convainc, mais moi, je trouve que c'est une théorie naïve, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait des prédictions différentes. La théorie de l'espace de travail neuronal global prédit une activation transiente, métastable, pendant une durée brève, vous voyez, au début du stimulus. Et donc elle prédit cette diagonale épaisse, un état métastable, mais qui s'arrête ensuite, et qui pourrait reprendre à la fin du stimulus. Voilà. L'idée qui est expliquée dans l'article, ici, ça c'est une citation de l'article de Nature, c'est que l'ignition, l'embrasement, reflète simplement la mise à jour de la représentation consciente. C'est un peu comme le codage des films. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de codage MPEG. On comprime l'information, et le cortex, dans mon esprit, comprime l'information, et quand ça ne change pas, ben on n'a pas besoin de le coder. On considère que ça continue sans changement. Donc nous pensons que le cortex fait pareil, qu'il a des signaux de rafraîchissement quand il y a un changement, quand il y a un signal d'erreur, quelque chose d'inattendu, mais qu'une fois c'est rafraîchi, c'est tout. On n'a pas besoin de continuer à le coder. Donc si l'information sensorielle est stable, si elle peut être parfaitement prédite par le modèle interne, si elle est constante ou si il y a un son répété, eh bien on n'a plus besoin d'y faire attention, on n'a plus besoin de se rafraîchir, et on peut orienter l'espace de travail vers n'importe quelle autre pensée consciente. Et je pense que c'est particulièrement le cas ici, où on vous présente des images toujours les mêmes, extrêmement monotones. Je ne vois pas pourquoi vous consacreriez tout votre espace de travail pendant 1 seconde 5 à regarder le visage que vous avez vu pour la énième fois. Si c'est la Joconde, peut-être, c'est intéressant, mais si c'est ces stimuli extrêmement banals et monotones, je ne vois pas pourquoi vous le feriez. Et la théorie de l'espace de travail neuronal, elle dit simplement qu'il doit y avoir un embrasement à chaque fois que vous voyez une image, parce que c'est nouveau, vous ne savez pas laquelle vous allez voir, mais qu'ensuite, cet embrasement doit s'arrêter. Voilà. Donc l'idée d'un burst d'activité, une explosion d'activité réduite dans le temps, qui n'a pas besoin de rester active tout le temps, et
là, il y avait une prédiction qui n'a pas marché, je le dis tout de suite, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin du stimulus. À la fin du stimulus, c'est pareil, vous ne vous attendez pas, vous ne connaissez pas sa durée, puis soudain il s'arrête. Donc normalement, si vous en êtes conscient, il faut rafraîchir votre espace de travail, et la prédiction, c'est que l'espace de travail global doit avoir un signal de rafraîchissement qui dit « Ah, il n'y a plus de stimulus, ce que j'ai sur l'écran a changé, ma conscience a changé ». Le problème, c'est qu'il faut s'y intéresser. Si vous ne faites pas attention à cet événement-là, il n'y a pas de raison particulière qu'il soit conscient. D'accord ? Et rien dans le paradigme ne demande d'être conscient de la fin du stimulus. Tout demande d'être conscient du début du stimulus, parce que ça peut être une cible, il faut peut-être cliquer, pas toujours, mais il faut peut-être cliquer. Mais à la fin du stimulus, il n'y a rien de particulier qui se passe. Et donc, le point clé qu'on avait écrit, hein, si cet événement est détecté consciemment, alors il doit y avoir un burst d'activité à ce moment-là. Mais si la fin du stimulus n'est pas détectée consciemment, si on ne fait pas attention, il n'y a pas rien à voir. Et c'est ce qui s'est produit. Voilà. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que donc, ce qui se passe à la fin du stimulus, ce n'est pas une prédiction clé de l'espace de travail neuronal global. On est en train de tester des choses qui sont un peu périphériques, et c'est un peu un reproche à cette expérience aussi. On n'est pas en train de tester le noyau de chaque théorie, on est en train de tester un peu des détails périphériques. Mais enfin, voilà les résultats. Dans les aires postérieures, vous avez clairement une durée d'activation dans beaucoup d'aires donc ici c'est la puissance gamma, hein, dans les électrodes soit non sélectives, soit sélectives au visage. Et vous voyez clairement une augmentation de la durée d'activation en fonction de la durée des stimuli sur l'écran. Donc ça dure plus longtemps quand l'image est présentée plus longtemps sur l'écran. Voilà une autre manière de le représenter. Ici, vous avez des essais individuels. Une électrode qui est non sélective, mais vous voyez, dans la durée d'activation reflète très fidèlement les différentes durées de présentation des stimuli sur l'écran. Et ici, une électrode qui est sélective au visage, donc vous voyez cette sélectivité remarquable, hein, une électrode qui répond presque de façon bien plus forte au visage ici, et sa durée d'activation varie en fonction de la durée des stimuli. Donc ça existe clairement. Ce que je n'aime pas dans l'article, c'est que c'est marqué IIT ici. En réalité, c'est une réponse tout à fait banale, connue depuis longtemps. On sait qu'il y a des neurones dans les régions visuelles relativement précoces ou même dans le cortex inférotemporal qui suivent la durée du stimulus. La théorie de l'espace de travail neuronal global l'attribue à un traitement non conscient. Et en réalité, on sait déjà depuis très longtemps, des toutes premières expériences chez le singe, qu'il y a des neurones qui restent actifs sélectivement pour répondre à un visage, même quand l'animal est sous anesthésie générale. C'est les premières manips d'électrophysiologie ont souvent été faites sous anesthésie générale. Donc, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Et à nouveau, il y a une espèce d'asymétrie entre les théories. Là. Cette réponse-là, tout le monde l'attend. C'est une réponse, pour moi, non consciente, qui traduit simplement un traitement de ce qu'il y a sur les yeux actuellement, mais qui n'est pas forcément consciente. Voilà. Alors, dans le cortex préfrontal, par contre, je dois dire, il y a clairement un échec de cette prédiction qu'il devait y avoir une activation à la fin du stimulus. Il y a un burst d'activité au début du stimulus, quand le stimulus apparaît, mais il n'y a pas cette réponse vers la fin du stimulus qu'on devrait voir s'il y a un rafraîchissement à la fin, quand on voit que le stimulus disparaît. Et il y a une seule électrode ici, vous voyez, qui a montré ce profil dans le cortex préfrontal, qui a des réponses à la fin du stimulus, un petit peu ici, là et là. Voilà. Mais une seule électrode, c'est beaucoup trop peu. Hein, voilà. Donc, clairement, il n'y a pas la réponse à la fin du stimulus. Alors, discussion. Alors là aussi, c'est frustrant. Vous faites une collaboration avec 40 personnes, chacun écrit un petit morceau d'article, et j'ai eu le droit d'écrire, je ne sais plus le nombre de signes, je crois que c'était 1500 signes, pour discuter de ces résultats sous l'aspect de l'espace de travail neuronal global. Ça faisait partie de l'article de Nature au départ. Et puis tout à fait à la fin, quand votre article est accepté dans Nature, il y a un éditeur qui dit « Oui, mais c'est trop long, il faut raccourcir tout ça ». Et ce que j'ai écrit s'est retrouvé dans les pages 122 à 124 du matériel supplémentaire, pour dire que personne ne l'a lu. Et donc, c'est quand même frustrant de ne pas avoir une discussion plus riche de ces résultats. De mon point de vue, les résultats, d'abord, soutiennent beaucoup d'aspects de la théorie, notamment l'idée qu'il y a un contenu décodable qui est présent pendant une durée métastable de l'ordre de 200 millisecondes minimum, même pour les stimuli qui ne sont pas pertinents. Dès qu'on prend conscience d'un stimulus, ça n'a rien à voir avec le rapport de la personne, indépendamment de la durée du stimulus, c'est ce qu'on prédisait, avec une augmentation de la corrélation fonctionnelle à longue distance, donc ce fameux broadcasting, cette diffusion de l'information. Donc tout ceci est bien sympathique, honnêtement. Voilà. Alors, clairement, il y a une sorte de validation dans cette expérience de l'embrasement, de l'ignition. Voilà.
Maintenant, j'ai insisté un peu sur cette asymétrie. C'est quelque part le modèle de l'espace de travail neuronal prend plus de risques là, parce que les prédictions qui étaient faites là ne sont pas faites par la théorie de l'intégration d'informations. Et inversement, les prédictions spécifiques de l'intégration, de la théorie de l'intégration de l'information ne sont pas testées dans cette expérience. Il faudrait pouvoir calculer une mesure phi, il faudrait pouvoir l'appliquer à ces données, ça n'a pas été fait, c'est très difficile à faire parce que cette mesure est très complexe. Et donc, on se retrouve avec des prédictions de la théorie alternative qui sont assez banales et qui sont vérifiées. Bon. Donc, il faudrait, on a dit à un moment, avec Carl Friston, on a discuté, il faudrait qu'il y ait un aspect bayésien dans cette expérience. Il faudrait qu'on tienne en compte la probabilité a priori que ces prédictions soient vraies et qu'on mette à jour la probabilité que la théorie soit vraie a posteriori en fonction des risques qui étaient pris finalement par chacune des théories. Bon. C'est un peu compliqué à faire. Quelque part, nous, les scientifiques, on fait ça dans notre propre cerveau, je suppose. Alors, ce qui me gêne, c'est que le design expérimental ne contrastait pas des conditions conscientes et non conscientes, et surtout, et là on va développer, que les hypothèses de la théorie IIT, c'est que quand on a un stimulus sous les yeux, on le voit. Voilà. Ça a l'air de rien. Et on a parlé de innocuous hypothesis. Juste quand il y a un truc sur l'écran, vous le voyez. Malheureusement, il y a énormément d'expériences en psychologie cognitive qui montrent que ça n'est pas le cas. Vous pouvez avoir un stimulus sous les yeux et ne pas le voir. Et ça ne suffit pas d'avoir le stimulus sous les yeux. C'est une hypothèse naïve. C'est là, voilà. Donc, les résultats de l'expérience sont parfaitement compatibles avec l'idée qu'il y a une activation transitoire seulement à ce à quoi nous faisons attention, et les sujets n'ont pas fait attention à la disparition de l'image. Cette idée que nous sommes toujours conscients de ce qu'on a sous les yeux, j'espère vous convaincre en une diapo que c'est vraiment une idée tout à fait inappropriée. La conscience n'est pas le reflet fidèle du monde extérieur. La conscience est une construction du monde extérieur. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, mais on va la regarder à nouveau ensemble. C'est une tâche cognitive difficile, il faut vous concentrer. Vous voyez qu'il y a des personnes en blanc ici, qui ont un t-shirt blanc. Elles se font des passes de basket. On va voir la balle de basket dans un instant. Vous devez compter combien de passes de basket les personnes en blanc se font. D'accord ? Je vous laisse compter, on va commencer ensemble. Voilà. 1. Puis je vous laisse compter. Hein. On va aller jusqu'au bout. J'espère que vous avez gardé le compte. Alors, combien de passes ? 14. Je crois que c'est juste 14, mais bon. Et le gorille ? Qui n'a pas vu le gorille ? Vous pouvez lever la main si vous n'avez pas vu le gorille. Ah bah, encore très nombreux. Vous n'avez pas vu le gorille ? Alors, regardez un petit peu là. Alors, il était là quand même pendant 5 secondes ou plus. Hein. C'est épatant que ça marche encore, parce que je croyais que tout le monde connaissait le gorille. Voilà. Mais et il y a maintenant des expériences de métagorille. Enfin, vous pouvez trouver plein de choses sur Internet qui vont dans ce sens. L'expérience montre que vos yeux se sont peut-être dirigés droit sur le gorille, mais vous n'avez pas vu. C'est tout à fait possible de l'avoir en pleine fovea et de ne pas le voir. C'est ce qu'on appelle inattentional blindness, la cécité inattentionnelle. Ce n'est pas parce que quelque chose est sur l'écran que vous le voyez, ça dépend beaucoup de votre état top-down, n'est-ce pas ? Et là, évidemment, on vous concentre sur les personnages blancs et le gorille est noir et ça joue un rôle important. Mais il y a plein d'autres expériences comme ça. Cécité au changement. Vous voyez là, il y a une image. C'est toujours la même image, n'est-ce pas ? Non ? Levez le bras quand vous voyez un changement dans l'image. Vous pouvez garder le bras levé, comme ça on verra la vague montante de prise de conscience. Et vous voyez le temps que ça prend, il y a un énorme changement d'image. Je vous donne un indice, est-ce que la voiture a le droit de doubler ? Ça y est, vous l'avez vu ? Ça y est, vous l'avez vu. Hein, ça change tout le temps. Là. C'est quand même une information cruciale. Hein ? C'est extraordinaire qu'on puisse être aveugle à quelque chose d'aussi crucial dans l'image. Ça y est, vous le voyez là ? Voilà. Donc, cécité au changement, qui montre bien hein, qu'on croit voir toute l'image. Depuis le départ, si je vous avais demandé, vous m'auriez dit, je vois tout. Ben non, vous ne voyez pas tout. Troisième exemple.
Alors je vais peut-être passer ici pour vous le montrer. Voilà. Vous allez voir une salle, c'est la salle d'attente d'un laboratoire et vous devez dire s'il y a des choses anormales dans cette salle, d'accord? Essayez de regarder s'il y a des trucs qui ne vous paraissent pas appropriés. D'accord? Continuez de regarder. Hein. Vous voyez tout, n'est-ce pas? Oui, c'est une salle, il y a une bibliothèque. Vous êtes conscient de tous les détails. Est-ce que vous avez remarqué que l'immense majorité de tout ce qu'il y avait sur l'écran a changé entre le départ et l'arrivée? Vous avez peut-être vu un ou deux. Regardez, on va voir les deux. Voilà. Voilà. Tout, pratiquement, a changé. Hein. Les rideaux, le plafond, les couleurs, on peut remonter une seconde. Le tapis. Vous avez vu le tapis? Je suis impressionné par le tapis parce que ça prend une surface considérable de la pièce, mais moi je ne l'ai pas vu. Hein. Ouais. Donc, c'est cité au changement. Bon, il y a encore beaucoup d'autres exemples de ce type. Hein. Par exemple, en ce moment même, et pendant tout le temps où j'ai parlé, plusieurs fois par minute, vos yeux se ferment pour cligner des yeux. Vous ne le voyez jamais. On est totalement aveugle à ces choses-là. L'image devient noire, littéralement. Hein. Quand on simule en faisant un appariement étroit, vous le voyez, bien sûr, mais parce que c'est vos clignements oculaires, vous ne les voyez pas, parce que quelque part, ils sont prévisibles. La semaine prochaine, on parlera beaucoup du décalage temporel de la conscience, mais la conscience n'est pas en ligne avec les stimuli. La conscience peut décaler considérablement. On peut même récupérer la conscience jusqu'à 900 millisecondes après avoir pas vu quelque chose, simplement parce qu'un indice nous fait porter notre attention là-dessus. Donc l'idée que nous sommes en permanence conscients, parce que juste on a présenté une image sur l'écran, est tout à fait naïve, et je dirais pas qu'on peut renverser l'idée. Et si on voit une activité soutenue dans le cortex temporal, c'est presque sûr que ça n'est pas la base neurale de la conscience. Voilà. Alors, comment pourrait-on faire pour tester cette idée que l'activation préfrontale brève et temporaire, qui a été vue dans le protocole Cogitate, est en fait le reflet de la conscience du sujet? Comment peut-on mesurer la durée de la conscience? Eh bien, j'en parlerai un peu plus la semaine suivante, mais il y a cette idée clé de l'espace de travail global qui est que c'est un goulot d'étranglement. S'il y a un premier stimulus qui rentre, le deuxième ne peut pas rentrer, il doit attendre. Il y a cette période d'attente ici dans un buffer non conscient, et seulement après un certain temps, quand le premier aura fini, il va pouvoir rentrer. Donc j'expliquerai ça mieux la semaine prochaine, hein, mais vous avez un traitement sensoriel, accès à cet espace de travail global, et pendant ce temps-là, si vous présentez un deuxième stimulus, il peut être traité sur le plan non conscient, mais il doit attendre avant de pouvoir rentrer dans l'espace global. Alors ce délai d'attente va pouvoir nous permettre de mesurer le délai minimum de conscience du premier stimulus. En regardant de combien de temps il faut attendre pour que le deuxième soit perçu, on va pouvoir voir combien de temps le premier a pris dans l'espace de travail, d'accord? Alors c'est exactement ce qu'on a fait avec Lucia Meloni, parce qu'on était un peu frustrés de ces résultats, et Lucia Meloni qui est l'une des auteurs de ce protocole Cogitate, hein, peut-être la personne qui a le plus aidé à l'organiser, et donc on a repris exactement le protocole Cogitate, qui est marqué par des traits gris ici, donc des images qui sont présentées pendant 500 millisecondes ou 1000 ou 1500 millisecondes, et on a rajouté une deuxième tâche, qui est de détecter un son. Et avec le son peut venir autour de l'onset ou de l'offset des images ici. D'accord ? Et la tâche du sujet, c'est de faire exactement la même tâche que dans Cogitate, c'est-à-dire détecter certaines cibles, le visage ou l'objet qu'on vous donne comme cible, et ensuite répondre au son, dire si c'était un son aigu ou grave, si je me souviens bien. Voilà. Donc la deuxième tâche, on va voir si elle est ralentie par le traitement de la première et combien de temps elle est ralentie. D'accord ? Et les prédictions sont celles-là, c'est ce qu'on appelle la période psychologique réfractaire, c'est-à-dire que le temps de réponse aux stimuli auditifs va être ralenti par le fait que vous êtes en train de traiter le visage. Voilà. Et on verra la semaine prochaine, mais d'autres recherches ont montré que la simple prise de conscience d'un stimulus suffit à causer ce ralentissement. Et si effectivement il n'y a pas de prise de conscience à la fin du stimulus, eh bien il ne devrait y avoir pas de ralentissement à la fin du stimulus. Là, vous êtes prêt à traiter le stimulus auditif, votre espace de travail n'est pas occupé. D'accord ? Alors voilà les résultats.
Ce n'est pas encore publié, hein, c'est un article qu'on a soumis. Vous voyez que c'est exactement comme on le pense. Donc la réponse au premier stimulus est en gris ici. Elle est tout à fait presque constante ici. C'est la réponse au stimulus visuel. La réponse au stimulus auditif est fortement ralentie, uniquement pour l'onset et très peu, un petit peu quand même pour l'offset, mais pas tellement dès que la durée dépasse un certain temps et pas tellement dès que les stimuli ne demandent pas une réponse explicite ici. Donc la réponse explicite, elle dure longtemps et elle ralentit les réponses auditives, mais la réponse implicite ou la simple prise de conscience, lorsque l'image visuelle n'est pas pertinente, ça ralentit quand même la décision auditive et ça suggère qu'il y a eu une occupation transitoire de l'espace de travail global. Et tout n'est pas parallèle dans le cerveau, il y a un système central où la prise de conscience d'un objet visuel ralentit la décision auditive. Et c'est exactement ce qu'on prédisait. Vous voyez que même un stimulus non pertinent, donc sans rapport conscient, du moment qu'il accède à la conscience, il va ralentir une autre tâche. Et Lucia Meloni et ses collaborateurs sont allés réanalyser les données de l'expérience Cogitate et ont montré qu'il y avait effectivement une bouffée d'activité préfrontale qui est associée à l'arrivée de l'image, donc à l'onset de l'image, et qui est plus courte, mais toujours présente, quand les stimuli ne sont pas pertinents. Donc la courbe sombre ici, c'est les stimuli non pertinents. Tout ce qu'on doit faire, c'est prendre conscience et puis on n'a pas de réponse particulière à faire. Et vous voyez qu'il y a un burst d'activité préfrontale et la durée de ces événements ici, d'activité préfrontale, est complètement cohérente avec la durée du ralentissement de la tâche auditive dans la diapo précédente. Donc le ralentissement est un reflet fidèle de l'activation de ces neurones préfrontaux, ou plutôt de ces électrodes préfrontales, et suggère qu'on a pris conscience du stimulus, ça nous a ralenti, mais seulement pendant un temps limité, et pas du tout à l'offset du stimulus. À ce moment-là, il n'y a pas de prise de conscience particulière. Donc, il y a un parallèle parfait entre l'activation du cortex frontal et le ralentissement lié à cette collision centrale, collision consciente, période psychologique réfractaire. Vous voyez que dans le gyrus fusiforme, ce n'est pas le cas. Il y a une durée beaucoup plus grande d'activation fusiforme ici. Ici, c'est le décodage des visages. Et vous voyez que le décodage est beaucoup plus prolongé et ne reflète pas ce ralentissement central. Donc, cette idée que cette prolongation de l'activité liée à la durée du stimulus sur l'écran n'est pas le reflet finalement de la prise de conscience du sujet. Dans nos expériences, il est passé à autre chose, il est passé au stimulus auditif, sa conscience est envahie par le stimulus auditif, mais ces neurones, d'après cette expérience, pourraient continuer à répondre au stimulus visuel. Donc, en réalité, une fois qu'on a fait cette expérience, moi je trouve que tout ça est parfaitement cohérent. La seule chose qui n'a pas bien marché dans le paradigme Cogitate, c'est que les sujets ne faisaient pas attention à la fin du stimulus, à la disparition du stimulus, et donc ils n'en étaient pas conscients. Tout le reste colle parfaitement avec la théorie de ce qu'on pouvait avoir. Évidemment, tout ça est un peu rétrospectif, et ce qu'on aime bien dans les expériences adversariales, c'est qu'on ait tout prévu à l'avance. Bon, on n'avait pas tout prévu à l'avance, mais c'est déjà pas mal que l'on puisse, de façon rétrospective, se mettre d'accord sur une interprétation cohérente de ces stimuli. Il me reste une vingtaine de minutes maintenant pour vous parler de la deuxième partie de mon exposé, la controverse sur la P3B comme signature de la conscience. Alors je reviens au départ de cet exposé, vous vous souvenez, on veut distiller les corrélats de l'expérience consciente et pour ça on veut trouver des expériences où on se contente de regarder, il n'y a pas de rapport conscient, donc peut-être on élimine les processus qui suivent l'expérience consciente. Alors, comment est-ce que cette polémique s'applique et cette distillation s'applique aux résultats précédents, et notamment ceux que je vous ai montrés la semaine dernière. Le travail d'Antoine Delcu, qui était un des tout premiers au laboratoire et dans le monde à poser cette question. Vous vous souvenez qu'on avait présenté des stimuli au seuil, avec un délai variable. On avait vu que les étapes précoces pouvaient être tout à fait conservées, même sans conscience, et que l'onde P3 ou P3B, ici, était un bon corrélat de l'accès à la conscience. Ça ressemblait beaucoup au rapport subjectif des sujets. Mais évidemment, il y avait un rapport subjectif. Les gens disaient à chaque essai, j'ai vu ou j'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passerait
si on n'avait pas de rapport conscient. Est-ce que cette onde P300 resterait un corrélat de la conscience? Et en fait, on avait déjà des indications, et Lucia Melloni avait en 2011 publié un article, avant même ce travail, qui allait déjà mettre cette signature de la conscience en question. Parce qu'elle avait créé un paradigme où on voyait toujours la même chose, en augmentant progressivement la visibilité, puis en diminuant la visibilité. Quand on augmente la visibilité, progressivement, d'un seul coup, les sujets disent « ça y est, je vois l'image », et là, on avait une onde P3B. Mais ensuite, quand on représente plusieurs fois la même image et que la visibilité diminue, il y a une hystérésis, donc on voit pendant plus longtemps, mais il n'y a plus cette onde P3B. Et il suggérait qu'on pouvait tout à fait voir un stimulus sans qu'il y ait cette onde P3B. Donc il y avait ce travail déjà très intéressant sur l'hystérésis de la conscience, pour ceux que ça intéresse. Mais ensuite, il y a eu ce travail remarquable de Michael Pitts, qui vraiment a créé un nouveau paradigme qui s'appelle le paradigme en 3 phases, dont je voudrais vous parler maintenant, qui est inspiré par cette idée du gorille, donc de Simons et Chabris. L'idée, c'est de créer un stimulus qui n'est pas vu pour des raisons attentionnelles et qui ensuite est vu juste pour des raisons attentionnelles. Donc, il crée des stimuli de ce type, où il y a une image qui est un peu cachée, par exemple ici un carré qui est caché dans des lignes, et brièvement, les lignes s'alignent pour former un carré. Puis ensuite, ça redevient du chaos, d'accord? Et on va regarder la différence entre carré versus chaos, si je puis dire. Mais dans le même temps, le sujet peut être distrait par une tâche qui est par exemple de faire attention aux points sur le côté, parce qu'une cible peut apparaître sur le côté. Donc il regarde toujours au centre, les stimuli apparaissent au centre, mais son attention est distraite par ces stimuli périphériques. Et là, Michael Pitts crée donc un stimulus en 3 phases. D'abord, on va avoir une tâche distractrice, on ne dit rien au sujet, on dit au sujet, vous devez faire attention à la périphérie, comme tout à l'heure, vous avez fait attention, je ne vous ai pas du tout parlé des gens en noir, je vous ai demandé de compter les personnages, le nombre de passes des personnages en blanc. On fait pareil ici, on demande au sujet de faire uniquement attention à la périphérie, on ne lui dit rien de spécial sur les stimuli au milieu, c'est du chaos, et on va regarder s'il y a une différence entre les carrés et le chaos, entre le stimulus et le simple bruit d'entrée. Et puis là, à la fin de la phase 1, comme on l'a fait pour le gorille, on va vous demander, mais qu'est-ce que vous avez vu? Et on va vous dire, il y avait de temps en temps un carré, est-ce que vous l'avez vu ou pas? Comme je vous ai fait tout à l'heure, il y avait de temps en temps un gorille, est-ce que vous l'avez vu? Et puis on va refaire exactement la même tâche. Le sujet doit faire attention à la périphérie, mais maintenant, il sait qu'il peut se passer des choses au centre. Donc son attention est en partie orientée vers les stimuli au centre, et la plupart du temps, il rapporte, si on lui demande à la fin du bloc, il dit oui, il y avait effectivement des carrés, je les ai vus presque à chaque fois, etc. Et puis on va faire une 3e phase, qui est la phase de rapport, où le sujet fait attention maintenant au centre, et il doit dire si les stimuli sont présents ou pas, ou d'autres tâches sur les stimuli. Donc les stimuli deviennent pertinents pour la tâche. Auparavant, ils ne sont pas pertinents pour la tâche, mais ils ne sont pas vus ici, pour beaucoup des sujets en tout cas, et ils sont vus ici pour la plupart des sujets. Donc on est vraiment dans une situation de no report. Le sujet ne doit pas spécialement rapporter, seulement tout à fait à la fin de l'expérience. Il regarde, mais ici il voit ne voit pas les mêmes stimuli. C'est pas mal comme design. Alors, quels sont les résultats? Dans la phase 1, Inattentional Blindness, vous avez des activations. Vous en avez eu tout à l'heure pour le gorille. Le gorille a activé vos aires visuelles. Et ici, le carré, par rapport à un tableau aléatoire, active des régions postérieures. Ici, il y a des négativités qui peuvent durer jusqu'à 260 millisecondes, un peu plus ici, qui reflètent la perception non consciente d'un stimulus. Ensuite, dans la phase 2, même stimulus, mais prise de conscience, vous avez une négativité qui se prolonge beaucoup plus longtemps, qu'on appelle Visual Awareness Negativity, vous voyez, qui dure jusqu'à 380, 400 millisecondes ici, et qui crée donc un contraste assez vif avec la situation précédente. Mais vous n'avez pas d'onde P300, et l'onde P300 survient uniquement dans la phase 3 ici. Dans la phase 3, lorsque le sujet doit rapporter des stimuli qui sont pertinents pour la tâche, à ce moment-là, on voit cette onde P3, on voit aussi la négativité qui est accélérée ici, donc le fait de porter attention aux stimuli à chaque essai accélère les choses, mais surtout fait apparaître cette onde P300. Donc conclusion proposée par Pitts, l'onde P3B est présente quand il y a un traitement conscient, mais elle n'est pas nécessairement présente quand il y a une simple prise de conscience, sans nécessairement avoir à le rapporter ou à traiter le stimulus de façon plus approfondie. C'est là qu'on a distillé et quelque part éliminé peut-être une signature qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas toujours là.
Voilà. Autrement dit, la P3B, cette onde qui est facile à mesurer, très vaste à la surface de la tête par les EEG, ne serait pas une signature à 100% pertinente ou stable. Voilà. Alors, ceci a été répliqué N fois. Vous avez des jolis stimuli, par exemple, là, vous avez un visage caché dans des courbes, ou des mots cachés dans des courbes. Puis il n'y a pas que le laboratoire de Pitts, beaucoup d'autres labos se sont emparés de ce paradigme. C'est vrai que ça marche bien, y compris dans la modalité auditive. On voit disparaître la P3B. Alors, pendant un certain temps, j'ai pensé qu'il y avait des critiques possibles. D'abord, la conscience n'est pas garantie à chaque essai, par définition, puisque vous ne demandez pas au sujet de rapporter ce qu'il voit à chaque essai, vous n'êtes pas sûr. Et je me suis demandé si, en fait, peut-être le sujet voyait un essai de temps en temps, mais ça ne suffisait pas à détecter une onde cérébrale. En réalité, quand on demande à la fin de la phase 2, par exemple, les sujets disent qu'ils ont vu 50 à 100% des essais. On peut même l'objectiver, Claire Sergent est en train de faire des expériences là-dessus. Si par exemple les images sont des mots, et on ne les voit qu'une seule fois, on peut demander aux sujets s'ils se souviennent d'avoir vu tel ou tel mot, et ils ont une assez bonne mémoire des mots. Donc il est probable qu'ils aient tout vu, voilà, ou vu une grande partie des essais. Donc suffisamment pour que ça ait causé une onde si elle était présente. Deuxième idée, est-ce que la P3B pourrait être différée, puisque je vous ai dit que les activations étaient différées lorsqu'on fait une première tâche, et quelque part on est dans une session de double tâche comme ça, hein. Le sujet fait attention à la périphérie, mais il voit quand même le centre. Alors peut-être que sa conscience est fortement différée, on le verra la semaine prochaine. Oui, mais il y a effectivement un petit délai de l'onde VAN, donc le Visual Awareness Négativité, mais il n'y a toujours pas de trace de la P3B. Et même lorsque la fenêtre est étendue à 600 millisecondes, il n'y a pas de trace. Et puis il y a quand même cette idée qui est très jolie dans le design de Pitts, qui est que les cibles pour le stimulus périphérique sont rares. Donc ça, j'aurais dû vous le dire au départ, je reviens en arrière. Pardon, voilà. Vous avez des cibles qui sont ici, en rouge, mais elles sont assez rares. Et on va analyser les essais où il n'y avait pas de cible en rouge, d'accord ? Et à ce moment-là, il y a un carré qui est apparu au centre de l'écran. Donc vous n'étiez pas occupé spécialement par la tâche T1 à ce moment-là. Vous aviez un état général d'attention aux stimuli périphériques, de la même manière que vous aviez un état général d'attention au personnage en blanc ici, mais vous n'êtes pas spécialement occupé comme on peut l'être dans la période psychologique réfractaire. Et pourtant, vous ne voyez pas le stimulus central et vous n'avez pas de P3B. Vous n'avez pas de P3B même quand vous le voyez, pardon. Donc voilà. Donc je pense que ce fait qu'on analyse des essais où le sujet a ses ressources, mais néanmoins ne voit pas le stimulus ou le voit, ça permet d'éliminer cette possibilité qu'on ait simplement une onde qui ait été décalée dans le temps. Donc je crois qu'il faut accepter que l'onde P3B n'est pas toujours une signature de l'accès à la conscience, contrairement à ce qu'on avait écrit avec Jean-Pierre Changeux par exemple. Ce n'est pas forcément une violation dramatique des prédictions de l'espace de travail global, parce que ça n'est pas le cœur du modèle. C'est simplement une onde qui avait l'air de refléter systématiquement l'embrasement conscient, et on voit ici que ça n'est pas le cas. Alors je voudrais terminer en disant que les autres aspects des prédictions du modèle continuent d'être vrais. Et d'abord, cette notion de métastabilité et d'une certaine durée d'activation pendant cette prise de conscience, même s'il n'y a pas d'onde P3B. Donc on a repris exactement le même paradigme ici. C'est le travail de Michael Pitts auquel je suis associé, là. Donc dans différents paradigmes, il y a plein de données maintenant, sur l'invisibilité ou la visibilité de stimuli centraux, phase 1 versus phase 2 versus phase 3, on va regarder le décodage. Est-ce qu'on est capable de décoder si la personne, si un objet était présent ou n'était pas présent, s'il y a carré ou chaos, d'accord ? Eh bien, vous voyez que dans la phase 3, on le décode extrêmement facilement. Dans la phase 1, on le décode très peu. Et dans la phase 2, où le sujet est conscient mais n'a pas de tâche particulière à faire, il y a quand même cet état durable, relativement tardif, au moins 400 millisecondes, souvent plus, avec une diagonale épaisse. Donc je vous avais indiqué la semaine dernière que cette diagonale épaisse, elle signale un état métastable d'activité. Ça veut dire qu'il y a un état durable pendant une certaine période. On s'écarte de la diagonale ici, on peut même avoir un certain carré ici, qui veut dire que pendant 200 millisecondes, il y a un état de conscience qui est relativement stable. Donc la P3B disparaît, mais l'état métastable, il est toujours là. D'accord ? Et puis alors le cortex frontal dans tout ça, est-ce qu'il n'est pas activé ? Est-ce que c'est uniquement des régions postérieures ou bien est-ce qu'il y a encore de l'activité préfrontale même sans cette onde P3B ? La prédiction, c'est que le cortex préfrontal devrait toujours être là. Alors il y a cet article intéressant de Dellert qui ont fait de l'IRM plus de l'EEG dans le paradigme à 3 phases de Michael Pitts et qui est associé à ce travail ici.
Et donc les stimuli, vous les voyez ici. Peut-être vous arrivez à voir le visage qui est caché là derrière. Les sujets font attention aux points et au même endroit, il y a un visage qui apparaît brièvement. Et dans la phase 1, on ne le voit pas. Dans la phase 2, on le voit. Quand on ne sait pas qu'il y a un visage, on ne le voit pas. Quand on s'attend un tout petit peu à voir un visage, on le voit. Donc même idée, hein, phase 1, phase 2, phase 3. Et vous voyez que lorsqu'on contraste visage versus non-visage, en IRM fonctionnel, on voit bien sûr des activations dans le fusiforme, ici très intenses, et associées à la présence d'un visage. Et vous voyez qu'on voit aussi de l'activation dans le cortex frontal, un peu comme tout à l'heure dans l'expérience de Cogitate. Et surtout, si vous regardez donc les nuages de points ici, c'est un petit peu compliqué parce que même dans la phase 1, il arrive qu'il y ait des gens qui voient. Et un visage, c'est assez visible. Et donc vous avez un certain nombre de gens qui ont vu dès la phase 1 et qui ont déjà les activations, ici dans le fusiforme, mais aussi dans le cortex frontal, dès la phase 1, parce qu'ils ont vu. Ceux qui n'ont pas vu n'ont pas d'activité. Mais dès la phase 2, qu'ils aient vu à la phase 1 ou pas, tout le monde voit, tout le monde s'attend à voir un visage et il devient conscient. Et vous voyez que dès ce moment-là, l'activation dans le cortex frontal droit, ici, devient présente pour la différence entre visage et pattern aléatoire, KO. Et vous voyez donc que le cortex préfrontal ici est un corrélat de l'accès à la conscience, même dans la phase 2 où il n'y a pas de rapport, où il y a juste prise de conscience d'une image qu'on a sous les yeux. Donc, là encore, hein, ce n'est pas parce que l'onde P3B disparaît que toutes les autres prédictions du modèle disparaissent et il y a accès au cortex frontal. Et bien sûr, il y a aussi amplification de cette activité, donc c'est majeur. Hein. Lorsqu'on regarde spécifiquement ce qui se passe dans la phase 3, vous avez une énorme amplification d'activation, parce qu'il faut maintenir le stimulus, il faut le rapporter, il est devenu pertinent, etc. Je vais passer sur le EG, mais il y a quand même un phénomène intéressant. Il y a effectivement cette onde cérébrale précoce que les gens appellent Visual Awareness Negativity et qui est un corrélat de la conscience. Corrélat, ça veut dire qu'elle est là quand les cellules sont conscientes, ça ne veut pas dire qu'elle joue un rôle causal. J'ai toujours trouvé ça un peu suspect parce qu'elle est visuelle, elle est postérieure, elle correspond aux aires visuelles, et donc elle ne peut pas expliquer la prise de conscience d'une erreur ou la prise de conscience cross-modale ou d'autres phénomènes de ce genre-là. Mais là, dans les manips les plus récentes, Michael Pitts et ses collaborateurs ont découvert que jusqu'à 600 millisecondes, il pouvait y avoir une onde qu'ils appellent LBOP ici, accompagnée d'une négativité frontale qu'ils appellent FCN2, donc Late Frontal Central Negativity, que vous voyez là, accompagnée de cette Late Bilateral Occipital Positivity que vous voyez là. Et cette signature-là a l'air d'être toujours présente dans les expériences de type phase 1, phase 2. Ce serait une signature de la conscience. Et c'est peut-être cette négativité frontale qui reflète l'activation frontale que l'on voit en IRM. Et ce marqueur de la conscience, on le voit dans l'expérience de Cogitate. Et il faut que je vous parle un tout petit peu de l'expérience de la phase 2, de l'expérience 2 plutôt, de Cogitate. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été réalisé dans cette expérience 2 de Cogitate, qui est très astucieux. Parce que depuis le départ, je suis en train de vous dire, il y a un dilemme. Soit je demande au sujet à chaque essai est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous n'avez pas vu, mais à ce moment-là, je rajoute des processus supplémentaires à l'accès à la conscience, mais au moins je sais à chaque essai si vous avez vu ou pas vu. Soit je ne demande pas, je suis dans un no-report paradigme, c'est bien parce que je suis en train de distiller, d'isoler la conscience, j'ai plus tous ces processus supplémentaires de rapport, mais je ne sais plus si le sujet a vu ou n'a pas vu. Alors, est-ce que je pourrais réconcilier les deux? Eh bien, l'astuce a été réalisée dans l'expérience de Cogitate. Et à nouveau, hein, ce sont des résultats non publiés, donc on m'a autorisé à présenter une diapo. Michael Pitts m'a autorisé. Je remercie d'ailleurs Michael Pitts pour certaines de ces diapos que je vous présente aujourd'hui. Hein. Alors l'expérience, c'est une expérience de cécité inattentionnelle. Vous êtes engagé dans un jeu vidéo très dur, très difficile, et de temps en temps, il y a des visages ou d'autres objets qui apparaissent en périphérie à la place de ces patterns aléatoires, là, et donc vous ne voyez pas forcément ces visages, d'accord ? Vous êtes distrait par le jeu vidéo qui se passe au milieu de l'écran, qui vous demande une grande concentration. Donc c'est un petit peu comme le gorille tout à l'heure. Et on va regarder ce qui se passe avec ces visages en périphérie, et on aimerait savoir s'ils ont été vus ou pas vus. Alors la plupart du temps, on demande au sujet de ne rien faire de particulier. La plupart des essais, il n'y a rien à rapporter. C'est seulement à certains essais qu'on va demander au sujet de rapporter s'il a vu ou s'il n'a pas vu. Et c'est cela qu'on va analyser. Et, point clé, l'indice qui demande au sujet de rapporter « vous avez vu un visage ou pas » et où il était sur l'écran, ne vient que 500 millisecondes après l'arrivée du visage.
Donc on a 500 millisecondes de dissociation entre le traitement du visage et le rapport du sujet. On a 500 millisecondes pendant lesquelles le sujet voit le visage ou ne le voit pas, mais ne doit pas rapporter. On est encore dans un no-report paradigme, parce que c'est l'état par défaut. C'est ce qu'il fait à chaque essai. Et puis, de rares essais, on rajoute le rapport et ça nous permet de trier ce qui précède en fonction du fait que c'était vu ou pas vu. J'espère que je suis à peu près clair là-dessus. Donc vous avez ici l'arrivée du stimulus et son traitement conscient ou non conscient. Et ici, vous avez l'arrivée de l'indice qui vous demande de répondre, qui est rare, mais à ces essais-là a été présenté, et qui vous permet de trier les essais en vue ou pas vue. Mais les deux sont bien dissociés dans le temps. Et alors là, vous voyez le résultat, il est extrêmement clair. Hein. Vous avez l'onde Van et l'onde L-BOP qui sont présentes à la suite du stimulus, et vous avez l'onde P3 qui n'apparaît que après l'indice qui vous demande de rapporter. Donc je crois que ça devient extrêmement clair. Hein. C'est le fait de rapporter, le traitement conscient qui est associé à cette onde P3B. Et par contre, la perception auparavant, elle existe, elle crée cette négativité frontale, et cette négativité frontale est donc peut-être un meilleur marqueur du traitement conscient à proprement parler. Et puis, dernier phénomène, alors je vous ai parlé d'accès au cortex frontal, je vous ai parlé d'état métastable. Troisième phénomène, est-ce qu'il y a une bifurcation dont on avait parlé la semaine dernière? Est-ce qu'on passe dans un état haut, spécifiquement, lorsque on perçoit un stimulus, même lorsqu'on ne doit pas le rapporter? Et la réponse est oui, même quand il n'y a pas de P300, vous allez le voir tout de suite. C'est pour ça que Michael Cohen a un petit sourire en coin, là, parce qu'il anticipe sur les résultats et il est plutôt d'accord avec les idées qu'on a proposées dans l'espace de travail global. Hein. Donc, un paradigme très simple, exactement similaire à ce qu'on avait fait 20 ans plus tôt avec Antoine Delcu. On va vous présenter des stimuli qui sont flashés très rapidement ici, et avec un délai variable, sont masqués. Et lorsqu'ils sont flashés, et que le délai est de l'ordre de 17 millisecondes ou 33 millisecondes, vous ne voyez pas le visage. Donc si vous demandez au sujet de rapporter ce qu'il voit, il dit « je n'ai rien vu ». Et là, au-delà de 50 millisecondes, il y a un seuil de conscience et le sujet dit « j'ai vu ». Ça, c'est la condition de rapport. Mais de façon cruciale, il rajoute une condition de non-rapport. Le sujet ne doit pas spécialement traiter les visages, il doit traiter des rares cercles verts qui peuvent apparaître, et c'est ça sa cible. Mais évidemment, on analyse les essais où ces cercles n'apparaissent pas, mais le sujet n'a rien à faire de particulier avec les visages. Question, est-ce qu'on perd complètement cette bifurcation, ou bien est-ce qu'elle continue d'être là dans l'activité cérébrale? Alors, les données sont magnifiques, hein. Ce paradigme est vraiment sympathique. Vous voyez que toutes les ondes précoces ici, d'abord, sont identiques dans la condition rapport ou non-rapport, et sont strictement monotones et linéaires en fonction de la durée de présentation du stimulus. Donc il y a une accumulation d'évidence non consciente ici, qui se produit que vous voyez ou que vous ne voyez pas les stimuli, que vous les rapportiez ou que vous ne les rapportiez pas. Elle se produit à 33 millisecondes en particulier, vous vous souvenez, il n'y avait pas de visibilité des stimuli. Ensuite, vous avez l'onde P3B, là, vous voyez comme elle est belle ici, très facile à mesurer, très intense, beaucoup de microvolts ici, magnifique, non linéaire, corrélé avec les rapports des sujets dans la condition de rapport, mais disparaît totalement dans la condition sans rapport conscient. Donc il y a clairement un lien avec le fait de devoir rapporter le stimulus ici. Est-ce que ça veut dire que toutes les bifurcations non linéaires ont disparu dans ces données? Pas du tout. Il continue d'avoir une bifurcation, mais cette fois-ci, elle concerne plutôt cette négativité qui est un peu plus précoce ici, qui est vers 250 millisecondes, qui dure un peu moins longtemps, mais qui dure quand même, et qui a exactement la bonne forme pour refléter l'état de conscience du sujet. Ça correspond exactement à ce qu'il rapporte quand on lui demande de rapporter. Mais là, on ne lui demande pas de rapporter. Voilà, donc un parallèle parfait avec le rapport conscient des sujets. Donc, le cerveau entre effectivement dans une bifurcation. Il perçoit tantôt les stimuli, tantôt il ne les perçoit pas. On n'est pas obligé d'obtenir une P3B dans ces conditions. Lorsqu'on ne demande pas au sujet de rapporter les stimuli, on ne l'observe plus, mais elle est remplacée par un événement plus précoce qui peut être une négativité plus ou moins frontale, au moins la visual awareness negativity, mais souvent des événements plus prolongés que ça. C'est là qu'il faut travailler pour essayer de raffiner un petit peu les résultats, mais de façon très claire, hein, d'abord, l'onde P3B continue d'être une bonne signature du traitement conscient,
Et ça, on le voit très clairement dans les travaux les plus récents, y compris ceux de Lionel Nakache à la Salpêtrière. Si on veut savoir si une personne est consciente ou pas, il vaut mieux s'appuyer sur la P3B. Il vaut mieux faire un paradigme où il y a un traitement explicite et prolongé, profond des stimuli conscients. Par exemple, le paradigme local global qu'on utilise toujours, vous allez avoir une très grosse onde P3B, elle est facile à mesurer et c'est un bon marqueur du traitement conscient. Quand elle est là, la personne est consciente. Mais elle n'est pas toujours là, et elle peut très bien ne pas être là lorsque il y a un traitement minimal, un simple accès à la conscience. À ce moment-là, elle n'est pas toujours là, d'accord ? Et donc, cette idée de distiller la conscience pour la réduire à son cœur, à ce qui est vraiment le nécessaire et suffisant pour un accès conscient, c'est une bonne idée, mais les prédictions du modèle de l'espace de travail neuronal global restent valides, le cortex préfrontal s'active, il y a une bifurcation, il y a un état métastable qui se produit, même si sa durée est assez brève. Voilà, donc ce sera mes conclusions. Hein. D'abord, utilisons ces paradigmes de no report, et peut-être avec cette idée supplémentaire de l'expérience cogitée qui peut avoir un rapport occasionnel, mais qui est dissocié dans le temps de la perception et de la présentation des stimuli. Cette onde P3B, continuons de l'utiliser, mais sachons qu'il y a des paradigmes où on ne va pas l'observer. Lorsqu'on réduit les choses au minimum, on ne va pas forcément l'observer. Mais ça peut quand même encore être utile, en clinique en particulier. Et puis, la bifurcation continue d'exister, l'activation préfrontale continue d'exister, et surtout, je vous rappelle ce que je vous ai présenté au début, hein, il y a un code neuronal, lorsqu'on a accès à des données qui sont très largement chez le singe pour l'instant, sur des populations de neurones qui sont activées dans ce type de paradigme, on voit des populations de neurones préfrontales qui reflètent fidèlement le contenu de la conscience de l'animal, y compris des contenus abstraits, pas seulement des contenus perceptifs ou visuels. Donc, je crois que là, il y a encore vraiment beaucoup de données qui suggèrent que le contenu de l'expérience consciente accède au cortex préfrontal et que tout y est reflété. Et puis le rôle causal, alors on n'a pas beaucoup de données sur le rôle causal, je pense qu'il faudrait en avoir plus, mais clairement, lorsqu'on a une lésion préfrontale, eh bien, la perception subjective est altérée. Voilà. Alors la semaine prochaine, je continuerai à développer cette idée que le temps de la conscience n'est pas forcément le temps du stimulus. Des expériences similaires à celles du gorille, des expériences de collision consciente montrent que notre conscience ne peut pas faire deux choses en même temps, qu'il y a un goulot d'étranglement et que donc la conscience peut survenir à des moments différents du temps qui est imposé par les stimuli. Voilà, ce sera le sujet de la semaine prochaine, le temps de la conscience. Merci beaucoup de votre attention. Merci.